Merci beaucoup. Alors, on m'entend? Oui. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité à évoquer très brièvement une période de transformation longue et très intense de l'île de la Cité. Donc, merci à Jean-François Cabestan, Eduardo Piccoli et Joseph Maria Garcia Fuentes. Je veux dire qu'ils m'ont obligé par amitié à accepter un type d'exercice que généralement j'évite et qui consiste à venir parler d'un point de vue historique dans le contexte d'un débat sur un projet en cours. Mais bon, voilà, j'y suis, j'y reste. Alors, comme pour l'intervention de Pierre Coffy qui m'a précédé, l'hypothèse principale des mots que je vais dire aujourd'hui repose sur le fait de prendre en compte, au fond, l'île dans son ensemble, de réfléchir à l'île dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. Je ne vais pas avoir le temps de détailler les projets très importants qui se réalisent dans l'île de la Cité pendant essentiellement la deuxième moitié du XIXe siècle, mais je vais essayer de m'appuyer sur cette présentation pour faire ressortir un certain nombre de points qui, au fond, sont connus pour la plupart, mais qui méritent peut-être d'être un peu approfondis. Et bien entendu, le premier point est en écho, bien sûr, aux réflexions actuelles, en écho à notre situation contemporaine. Le premier point, c'est celui du caractère très politique de la transformation et des décisions qui sont menées. Décisions politiques très fortes. Bon, disons Haussmann. On ne va pas rentrer dans le débat de savoir ici quels sont les acteurs de cette décision, mais en tout cas une décision politique très forte qui se joue à l'échelle de Paris et même brutale. Il faut dire la vérité, brutale, surtout, évidemment, au regard des débats actuels, au regard des enjeux actuels de patrimoine, des enjeux actuels d'aménagement. Évidemment, une brutalité pareille nous semble quelque chose, en tout cas dans un pays comme la France, de complètement inconcevable de nos jours. Donc un renouvellement presque complet du bâti, qui est au fond le deuxième point, qui fait que, bien entendu, on arrive à redéfinir un espace urbain. Bien sûr, l'évolution a continué un peu, mais enfin, dans les grandes lignes, l'espace urbain tel qu'il est aujourd'hui se redéfinit pendant cette période-là. Et cet espace urbain, dont on hérite un espace urbain essentiellement du XIXe siècle, avec cette caractéristique que, au fond, on est il me semble, à la limite d'une collection d'objets, mais sans que cette collection d'objets se montre véritablement comme telle. C'est-à-dire qu'on garde à peine de l'ancien tissu urbain ce qu'il faut pour que ça continue, d'une certaine manière, à ressembler encore à un morceau de ville et pas uniquement à une collection d'objets. En tout cas, il y a un statut urbain sur lequel, sans doute, il serait très intéressant de réfléchir dans le cadre d'un projet, alors peut-être pas d'un petit projet d'aménagement, mais en tout cas, une réflexion un peu fondamentale sur cette île. Comment est-ce qu'on tient ici vraiment le milieu entre ce que l'on fera au XXe siècle dans des endroits comparables, c'est-à-dire vraiment une collection d'objets architecturaux, et puis ce qu'on voulait faire sous Rambuteau, c'est-à-dire au fond garder un quartier modernisé. Le milieu entre ces deux modèles urbains, entre ces deux idées de ville, semble particulièrement intéressant s'agissant de cette île. Et donc, voilà, peut-être que le point ensuite que je voudrais souligner encore en préambule est celui de l'urgence d'une réflexion qui, peut-être que c'est à ça qu'on peut contribuer, mais bon, je ne suis pas forcément très optimiste sur la jonction qui pourrait se faire entre une telle réflexion historique et puis les enjeux actuels de l'aménagement, mais si ça pouvait être le cas, on pourrait émettre le vœu qu'on ait une réflexion qui soit à la hauteur du décalage qui s'est créé, un décalage très important qui s'est créé entre ce morceau de ville du XIXe siècle et sa réalité actuelle.
une réalité actuelle qui est vraiment complètement, qui rend complètement obsolète d'une certaine manière le projet initial. Et donc, par conséquent, cette question de définir un périmètre opportun pour le projet et ses abords, je l'ai dit en commençant, à mon avis, ce périmètre opportun, c'est vraiment celui de l'île, mais c'est aussi la façon de poser la question pour être à la hauteur des enjeux de transformation qui ne sont pas des petits enjeux d'aménagement de surface, mais qui sont des enjeux profonds qui consistent à repenser la réalité d'un ensemble urbain qui, formellement, donc, se crée au XIXe siècle, mais qui, en réalité, a complètement changé dans son rapport avec la ville, son fonctionnement. L'image suivante. Donc là, c'est des images, évidemment, c'est des choses que l'on connaît bien, mais la comparaison est, je crois, assez parlante. C'est-à-dire que entre cette photographie aérienne des années 1960 et puis donc un plan du XVIIIe siècle, on voit que l'île a été complètement renouvelée, pas seulement par une substitution d'un édifice par un autre édifice, mais aussi par le remplacement d'un type de bâti par un autre type de bâti. Alors, voilà, on a vu ce plan tout à l'heure, là, le plan en bas de l'image, la comparaison entre la ville telle qu'elle était au XVIIIe siècle, avec donc ses 10 paroisses, 14 églises, un bâti extrêmement dense, et puis la ville telle qu'elle émerge des transformations haussmanniennes, avec des parties conservées en habitation, qui non seulement sont extrêmement réduites, principalement réduites à un triangle au nord-est, mais aussi réduites à un type de bâti, puisqu'on voit très très bien sur le plan du dessus l'énorme différence qui existe entre le bâti, je vais servir un peu de la souris, entre le bâti qui va être démoli ici à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu, du marché aux fleurs, etc., et puis le bâti qui est conservé ici, qui se compose de beaucoup plus grandes parcelles, avec un certain nombre d'hôtels particuliers. Donc il y a à la fois la conservation de très très peu de bâtis anciens, au fond qui se limitent à ce triangle et à un petit peu de bâtis du côté du palais de justice, mais pour le reste, une démolition absolument considérable. Bon, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade des différents plans, mais donc on a à la fois ce grand palais de justice qui est formé, la construction du tribunal de commerce et la construction évidemment de l'Hôtel-Dieu qui fait de l'île de la Cité un des lieux où se concentrent le plus des projets à caractère beaux-arts. Et je vais y revenir plus en détail, mais paradoxalement, on a évidemment ici une cathédrale dont je ne parlerai pas, mais on a aussi dans cette île tout particulièrement la concentration d'édifices du 19e siècle et même du second 19e siècle qui sont particulièrement remarquables, sans même porter un point de vue esthétique, mais particulièrement remarquables du point de vue de l'histoire de cette architecture française. Voilà, donc ici, la deuxième partie avec l'Hôtel-Dieu. Je crois tout à l'heure, le plan qu'on a vu était imparfaitement recollé, ce qui fait que l'Hôtel-Dieu avait un air bizarre, mais ici, on voit très très bien sa grande régularité. Alors, je pense que, évidemment, comprendre le destin de l'île de la Cité dans la deuxième moitié du XIXe siècle ne peut se faire, c'est un truisme, que en comprenant l'ensemble de la ville et la façon dont cette décompression du centre, en réalité, est possible par l'annexion de toutes les zones non bâties qui se trouvent en périphérie. Donc, on a véritablement là, tout à l'heure on parlait d'un parvis et de son aménagement, mais en fait, en réalité, on a une île qui est le cœur de la ville, qui va se trouver complètement transformée d'une façon organique dans le contexte de l'ensemble de transformation de la capitale. Et c'est bien cette transformation d'ensemble qui justifie à la fois une certaine façon de monumentaliser, ou en tout cas de concentrer les grands équipements en son centre, et à la fois d'expédier des populations dans des périphéries qui jusque-là étaient beaucoup moins bâties. Bon, on a vu cette question du parvis qui est un peu le premier point où on a envie d'agrandir l'espace et où on a envie à l'intérieur de la cité de disposer d'espaces plus larges. Peut-être voir la vue suivante. Bon, ça aussi, on l'a déjà vu, l'Hôtel-Dieu, donc encore
vue suivante. Voilà. Cet espace-là, c'est un espace qui, et ça c'est aussi une réflexion peut-être importante, c'est que cet espace-là est utilisé d'une manière intense pour des fêtes, pour des cérémonies politiques, pour des mises en scène urbaines, c'est-à-dire que cette dimension alors, un certain nombre de projets non réalisés au XIXe siècle, notamment à partir de la période napoléonienne, et puis d'aménagements festifs liés à des cérémonies, au fond, c'est quelque chose qui nous indique aussi un usage de cette île, et notamment des abords de Notre-Dame, qui aujourd'hui, bien entendu, a un peu régressé. Hein. Alors, on voit ici, j'ai retenu une image de 1842, voilà, pour les funérailles du duc d'Orléans. On est là dans la suite, hein, à l'intérieur de toute une série d'événements qui vont du sacre de Napoléon au baptême princier de 1856. Donc, on est dans un lieu qui aussi fonctionne en interface avec la ville et même avec la nation, avec des architectures éphémères, et qui reste le centre d'une intense activité d'aménagement urbain aussi de ce point de vue. Alors, le quartier qui va disparaître, celui que détestait Haussmann, et qui en effet était un foyer d'épidémie, de brigandage, pour ne rien dire de la prostitution, c'est un quartier, malgré tout, aujourd'hui, évidemment, on conserverait attentivement, fait de maisons anciennes, où habitent des milliers de personnes. Donc, on est véritablement là face à tout un morceau de ville énorme qui va être démoli. Image suivante. Alors, la démolition du quartier qu'on voit ici à gauche donne lieu à la construction, au fond, d'un des rares projets complètement aboutis dans le centre de Paris et d'une grande capitale, issu de la réflexion du siècle des Lumières sur l'équipement des villes avec des grands projets rationnels. Ici, donc, un hôpital avec un plan symétrique, un plan qui n'est certes pas, qui présente des différences dans son principe avec ce qu'on pouvait produire dans les années 1780, mais qui, au fond, est le direct descendant. Et donc, cette idée d'un contrôle de l'espace à travers l'architecture, un contrôle de la société et du social à travers l'architecture donne lieu ici à une réalisation, à la réalisation d'une architecture autonome, symétrique, régulière, qui vraiment répond à un des modèles Beaux-Arts de la façon la plus parfaite, avec en plus de ça un recours systématique à un vocabulaire néo-toscan, que ce soit pour le dessin général des façades, mais aussi pour le traitement d'éléments particuliers, comme la chapelle, avec sa façade primitive, avec également sa charpente peinte dans le vestibule d'entrée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est la suite. On voit ici. Alors, un des points, évidemment, qui est intéressant pour une étude de cette période, et là je ne fais que survoler cette période, mais c'est que ça coïncide exactement avec le développement de la photographie, et donc il n'y a pas grand-chose dans ce qui se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle qui échappe à l'objectif des photographes. Suivante, voilà, donc on a vu cette image déjà tout à l'heure. Sinon, et puis bon, là aussi je ne vais pas épiloguer, mais on voit très très bien la façon dont le modèle en particulier des colonnes portant des bouts d'architrave et des arcs qui est repris de Brunelleschi et qui avait été popularisé notamment par Grandjean de Montigny et Famin dans leur ouvrage sur la Toscane, est repris ici à plusieurs reprises dans un bâtiment qui vraiment présente beaucoup de caractéristiques très marquées de cette tradition Beaux-Arts, et au fond qui est un unicum. Ce n'est pas non plus comme si des bâtiments comme ça, il y a eu énormément de projets comme cela, mais il n'y a pas eu non plus beaucoup de bâtiments qui ont été réalisés en suivant ces exemples. Alors, le deuxième bâtiment qui est plus petit, mais qui est tout à fait remarquable et qui relie l'île à la conception générale de la ville, c'est bien sûr le tribunal de commerce. Donc, on voit ici le boulevard Sébastopol, suivante. Et donc, le boulevard Sébastopol, que l'on va associer à une perspective sur l'île de la Cité, perspective de l'île de la Cité, comme vous le savez, qui va consister à doter le tribunal de commerce
d'une coupole, hein, tout à fait inutile au bâtiment lui-même, mais dont le seul but est de disposer d'un point de mire à l'autre extrémité du boulevard, puisque l'un, c'est la gare de l'Est, et l'autre côté, c'est cette coupole. Alors, bailli auquel l'empereur demande d'imiter dans la façade l'hôtel de ville de Brescia, ce qui se conçoit pas immédiatement comme ça à l'œil, mais quand on compare en effet les deux bâtiments, on voit que il s'est plié au diktat impérial, doit en plus mettre sur son bâtiment cette coupole complètement disproportionnée, qui se perçoit quasiment pas depuis l'espace urbain de l'île elle-même, mais qui est pensée à l'échelle de la ville. Suivante. Donc, en plan, c'est aussi évident. On a un bâtiment qui, en effet, aurait besoin de disposer d'une cour centrale et qui est doté, en plus, d'un escalier disproportionné pour monter à l'étage, où certes se trouvent des fonctions importantes, mais on voit ici l'emprise au sol. Et suivante, la cour qui a été surélevée dans les années 30. Suivante. Et donc, la coupole, on voit qui tombe en ruine à l'intérieur, qui, je ne sais pas si un jour on sauvera cette coupole. Pour l'instant, on a mis un filet pour empêcher les morceaux d'assommer les passants, mais vous voyez également la coupe, évidemment, selon une tradition ancienne d'exaucer l'extrados des coupoles pour les rendre visibles dans l'espace urbain, a été ici poussée quasiment à son extrême, puisque déjà à l'intérieur, la verticalité est disproportionnée, mais alors on vient rajouter 3 étages de comble au-dessus. Suivante. Donc on voit là, cette fois, le chantier du tribunal de commerce à droite de l'image, et donc avec le palais de justice, qui va être l'autre grand élément de transformation, et l'autre grand projet Beaux-Arts, là aussi, suivante. Donc, voilà la vue des deux bâtiments vis-à-vis, suivante. Et l'état du tribunal de commerce au commencement de notre période, c'est-à-dire des édifices qui viennent s'inscrire dans un plan complexe, au fond, qui sont, comme pour beaucoup de bâtiments en Europe à la fin de l'Ancien Régime, une suite de corps de bâtiments qui ont été plus ou moins appropriés, reliés, ajoutés les uns aux autres, avec certes une entrée monumentale, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Pierre Coffy, qui a été construite, mais pour le reste, qui ne forment pas à proprement parler un édifice. Suivant. On voit ici de l'extérieur donc l'irrégularité des constructions le long du quai. Suivante. Et évidemment, ce projet pour le palais de justice, il est marqué par plusieurs incendies, mais le plus déterminant, évidemment, c'est les incendies de la semaine sanglante de la commune, incendies de la semaine sanglante de la commune qui interviennent véritablement en plein chantier. Le chantier était commencé, la cour de cassation les travaux étaient commencés, et alors on peut avancer, oui, suivante. En fait, l'île de la Cité n'est pas épargnée, et le palais de justice lui-même est l'objet d'un incendie violent. Alors bon, évidemment, ce point commun de l'incendie nous ramène un peu à notre sujet, mais il est intéressant aussi de voir que cette île de la Cité, elle a été marquée par des drames, des accidents comme cela très très importants à plusieurs reprises. Et ici, eh bien, cet incendie, paradoxalement, va assez peu freiner l'opération, assez peu infléchir l'opération, et même pas tellement la retarder si on considère que le palais de justice va être achevé en 1875. Macron aurait été très content. 4 ans après l'incendie, on pouvait inaugurer un bâtiment neuf. Suivant. Alors, on voit un daguerréotype ici à gauche avec la fumée qui enveloppe la Sainte-Chapelle, qui n'a pas été affectée. Sur la façade d'entrée, on voit un peu l'effet du feu à l'extérieur des fenêtres. Ici, suivante. Ici, donc, du côté de l'arrière et de la cour de cassation, qui était un bâtiment neuf, qui était un bâtiment qui venait d'être construit. Suivante. Et ici, la salle des pas perdus, complètement, très, 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 très lourdement endommagée. Voilà, suivante. Alors, le plan d'ensemble
hein, il a un type de régularité qui est évidemment différent de celui de l'Hôtel-Dieu, mais qui est comparable, c'est-à-dire que on a à la fois cette axialité principale, alors là c'est même d'ailleurs un principe Beaux-Arts très clair, on a un axe principal sur lequel s'aligne une série de séquences architecturales, mais qui n'est pas fait pour être parcouru, qui est redoublé par deux axes parallèles mineurs qui, eux, sont des axes de circulation, et puis on essaye de distribuer, en tenant compte des préexistences, un système de cours et de corps de bâtiment aussi axial et régulier que possible. Et ce schéma, au fond, nous rappelle qu'à Paris, on a quatre grands ensembles beaux-arts composés à partir de préexistences, qui sont vraiment un des héritages majeurs de cette période, qui sont le Conservatoire national des arts et métiers, la Bibliothèque nationale, l'École des beaux-arts et le tribunal. C'est véritablement un type de composition avec l'existant, mais en même temps marqué par l'affirmation de principes de composition beaux-arts, qui est l'autre, en quelque sorte, manière de faire un grand édifice au XIXe siècle, le premier étant celle qu'on a observée à l'Hôtel-Dieu. Suivant. Voilà, donc on voit ici aussi autre chose. C'est une architecture qui se reconstruit à partir de l'histoire et de l'héritage historique et d'une certaine façon penser le palais de justice avec Notre-Dame de Paris et penser les aménagements, les transformations de Viollet-le-Duc à Notre-Dame, de la Suisse et de Viollet-le-Duc à Notre-Dame et celle de Duc et Domé au palais de justice est pas inintéressant parce qu'au fond, ces deux choses qui pourraient sembler appartenir à deux univers complètement différents, sont, dans deux cas qui sont évidemment pas symétriques, une façon de faire un bâtiment contemporain avec l'histoire, en tout cas de refaire un bâtiment historique dans une construction contemporaine. Et techniquement, on a véritablement une prise en compte très lourde très lourde du passé historique qui est réécrit dans le cadre de ce projet. Suivant. Alors, voilà, Duc et Domé n'ont pas pu réaliser toutes leurs ambitions, qui auraient été de remplacer, et je pense que sur le plan touristique, ça aurait présenté des avantages et des inconvénients, mais ce n'était pas forcément plus mal que la place Dauphine, ce forum à l'antique nouveau, mais voilà, ils ont quand même réalisé une œuvre suivante dans laquelle on dispose d'espaces impériaux, d'espaces néo-antiques, qui sont certes pas néoclassiques au sens de Percier et Fontaine de l'époque de Napoléon, mais qui sont particulièrement brillants et ambitieux dans leur exécution, dans leur matérialité, et au fond dans la connaissance qu'ils témoignent de l'archéologie et d'une réflexion fondamentale sur le vocabulaire classique. Suivante. Voilà, j'ai terminé.